Mon frère a appelé depuis l'extérieur en hurlant, « Ouvre ! J'ai besoin d'aide, tout de suite. » Mais je n'ai pas bougé, car mon frère était assis juste à côté de moi sur le canapé. Nous avons tous les deux fixé la porte. La voix dehors a crié à nouveau, avec son timbre exact. Nous avons appelé la police. Les coups ont commencé à 21h47. 3 coups violents. Désespérés. Le genre de coups qui vous font bondir du canapé avant même que votre cerveau ne rattrape votre corps. Ouvre. J'ai besoin d'aide maintenant. La voix de mon frère. La voix de Maxime. La même hauteur. Le même rythme. Même cette légère façon de traîner sur le « maintenant » qu'il a depuis qu'on est gamin, sauf que Maxime était assis à 1 mètre de moi sur le canapé, une bière à la main, les yeux rivés sur la porte, la bouche fermée. Les coups ont repris, plus fort. Allez, quelqu'un me poursuit. Ouvre la porte. Ma main s'est dirigée instinctivement vers le verrou. C'est mon frère. C'est Maxime. Il a besoin d'aide. Mais Maxime m'a saisi le bras si fort que ses doigts ont laissé des marques. Non. Son visage était livide. Pas blanc de peur. Blanc d'horreur. Ce genre de pâleur qu'on n'a que lorsque la réalité cesse d'avoir un sens. C'est ma voix, a-t-il chuchoté. C'est exactement ma voix. Encore des coups. La porte tremblait dans son cadre. S'il te plaît, je suis blessé. Pourquoi tu n'ouvres pas? Nous sommes restés figés sur le canapé, le match de basket toujours diffusé sur la télé derrière nous, pendant que quelqu'un dehors hurlait à l'aide avec la voix volée de mon frère. Et j'ai réalisé à ce moment-là que l'usurpation d'identité que nous pensions avoir réglée il y a 3 semaines n'était que le début. Je dois revenir en arrière. Je m'appelle Julien Mercier. J'ai 31 ans, je travaille comme comptable pour un cabinet de taille moyenne au centre-ville. Et jusqu'à récemment, mon plus gros problème était de savoir si je devais renouveler mon abonnement à la salle de sport. Maxime est mon frère aîné de 3 ans. Nous avons toujours été proches, on partageait la même chambre étant petits, on a fait la même fac, et on regarde toujours les matchs ensemble le dimanche. Il travaille comme délégué pharmaceutique, gagne bien sa vie, a une de ces existences qui semblent faciles vues de l'extérieur. Bel appartement, bon boulot. Ce genre d'assurance naturelle qui donne envie aux gens d'être avec lui. 3 semaines avant cette nuit devant la porte, Maxime m'a appelé à 7h du matin. Quelqu'un a vidé mon compte courant. J'étais encore à moitié endormi. Quoi? 11 000 € envolés et mes cartes de crédit sont au plafond, toutes les 3. J'ai des alertes de fraude sur mon téléphone venant de 4 endroits différents. Je me suis assis dans mon lit. Tu as cliqué sur un truc? Ouvert un mail bizarre? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne me souviens de rien. En 48 heures, nous avons découvert l'ampleur des dégâts. Quelqu'un avait contracté 2 crédits auto au nom de Maxime, une BMW et une Mercedes, 60 000 € de dettes dont il ne savait rien. Ils avaient fait des demandes pour 6 cartes de crédit, changé le mot de passe de son adresse mail principale, essayé d'accéder à son plan d'épargne retraite. L'enquêtrice fraude de sa banque, une femme nommée Patricia Nguyen avec 12 ans d'expérience dans les cas d'usurpation d'identité, nous a dit que c'était sophistiqué. La plupart des voleurs d'identité sont opportunistes, nous a-t-elle expliqué au téléphone. Ils récupèrent votre numéro de sécu dans une fuite de données, ouvrent quelques comptes, font des dépenses et passent à autre chose. Là, c'est différent. Celui qui a fait ça avait accès à vos informations personnelles à un niveau très détaillé. Question de sécurité. Nom de jeune fille de la mer. Le nom de votre animal de compagnie d'enfance. Comment est-ce possible? Ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Ou un très bon ingénieur social. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de déposer plainte et de faire geler vos crédits auprès de la Banque de France immédiatement. Nous avons tout fait dans les règles. Déposez les plaintes, bloquez les crédits, changez tous les mots de passe pour des suites aléatoires, activez la double authentification sur chaque compte, pensant que c'était géré, pensant que c'était fini. La première chose étrange est arrivée 6 jours après avoir sécurisé les comptes de Maxime. Son patron l'a appelé un samedi matin, la voix tendue par une colère à peine contenue.
Maxime, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais rater 3 rendez-vous clients d'affilée est inacceptable. Le compte Moreau avait spécifiquement demandé à te voir et tu ne t'es pas présenté, 2 fois. Maxime était perplexe. Quel rendez-vous? Je n'avais rien de prévu. Vérifie ton agenda. J'ai transféré les invitations moi-même. Maxime a ouvert son agenda professionnel. Vide. Son patron lui a envoyé par mail les invitations transférées. 3 réunions, toutes programmées par Maxime Mercier via le système interne de l'entreprise. Toutes confirmées par quelqu'un répondant depuis l'adresse mail professionnelle de Maxime. Mais Maxime ne les avait pas programmées, ne les avait pas confirmées, ignorait leur existence. Son patron était sceptique, pensait que Maxime cachait une crise personnelle, mais a accepté de vérifier. Le service informatique n'a rien trouvé. Aucun accès non autorisé au compte de Maxime. Aucune tentative de connexion depuis des lieux habituels. Celui qui avait programmé ces réunions l'avait fait depuis le réseau interne de l'entreprise en utilisant les identifiants de Maxime pendant les heures de bureau. Peut-être que tu les as programmés et que tu as oublié, a suggéré le type de l'informatique. Le stress peut jouer des tours à la mémoire. Maxime n'a pas argumenté, mais j'ai vu son visage quand il est rentré ce soir-là. Il savait qu'il n'avait pas oublié. 4 jours après les réunions fantômes, l'ex-copine de Maxime m'a appelé. Pas Maxime. Moi. Julien, il faut que tu parles à ton frère. La voix de Manon tremblait. Il faut qu'il arrête de m'appeler. Ça me fait peur. T'appeler? Maxime ne t'a pas, j'ai des messages vocaux. 12, la semaine dernière, à 2h30 du matin, me suppliant de le reprendre, disant qu'il ne peut pas vivre sans moi, disant que s'il ne peut pas m'avoir, personne ne le pourra. Mon estomac s'est noué. Manon, envoie-moi ces messages. Elle l'a fait. Je les ai écoutés avec Maxime assis à côté de moi sur mon canapé et nous avons écouté en silence la voix de mon frère, sa voix exacte, chaque inflexion, chaque respiration, chuchoter des choses qu'il n'avait jamais dites. Manon, s'il te plaît. Je ne suis rien sans toi. Je ferai n'importe quoi. Je serai qui tu veux que je sois. Je te vois. Tu sais, je te regarde marcher vers ta voiture chaque matin. Cette robe bleue hier t'allait à merveille. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. On est fait pour être ensemble. Tu le sais. Maxime tremblait au 3e message. Ce n'est pas moi, a-t-il dit. Je n'ai pas parlé à Manon depuis 8 mois. On s'est quitté d'un commun accord. Je ne ferai jamais ça. Je sais que c'est ma voix. C'est exactement ma voix. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Les imitations vocales sont une chose, mais ce n'était pas une imitation. C'était parfait. Chaque souffle, chaque pause, même la façon dont la voix de Maxime devient légèrement plus aiguë quand il est émotif. Nous avons appelé la police, déposé une main courante pour harcèlement au nom de Manon, expliqué la situation. L'officier qui a pris notre déposition, un certain Dacosta avec une moustache épaisse et des yeux fatigués, a écouté poliment, mais n'avait pas l'air convaincu. Donc, vous dites que quelqu'un passe des appels avec votre voix? Oui. En utilisant une sorte de modificateur de voix. Je ne sais pas comment ils font, mais ces messages, ce n'est pas moi. Dacosta a hoché la tête lentement, pris quelques notes. On va regarder ça, mais sans preuve de qui passe les appels, on ne peut pas faire grand-chose. Il nous a donné un numéro de dossier et nous a suggéré de prendre un avocat. Une semaine avant la nuit à la porte, notre mère m'a appelé en pleurant. Julien, je ne sais pas quoi faire. Maxime vient de me demander 5 000 €. J'étais au travail, fixant un tableau Excel qui semblait soudain très futile. Maman, calme-toi. De quoi tu parles? Il a appelé il y a 20 minutes. Il a dit qu'il avait des ennuis. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens très dangereux et que s'il ne payait pas avant vendredi, ils allaient lui faire du mal. Elle sanglotait maintenant. Il avait l'air si effrayé. Julien, il m'a supplié de ne rien te dire. J'ai regardé à travers le bureau. Mon téléphone a vibré. Un texto de Maxime. Salut, ça te dit un déj? J'ai envie de taille.
Il était à son bureau au centre-ville en train de déjeuner. Pas en train d'appeler notre mère pour mendier de l'argent. Maman, Maxime est au travail en ce moment. Il ne t'a pas appelé. Si. Je lui ai parlé pendant 10 minutes. Il savait des choses. Julien, il a parlé de Biscuit. Biscuit, notre chien d'enfance, un Golden Retriever mort quand j'avais 12 ans. On n'avait jamais rien posté sur elle en ligne, jamais mentionné son nom en public. Il a dit qu'il était désolé de ne pas venir plus souvent. Il a dit qu'il m'aimait. Il a pleuré. Julien, il a vraiment pleuré. Mon sang s'est glacé. Maman, écoute-moi très attentivement. N'envoie d'argent nulle part. Ne donne aucune info bancaire ni numéro de carte. Quelqu'un se fait passer pour Maxime. On ne sait pas qui ni comment, mais ce n'est pas lui. Je te promets que ce n'est pas lui. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maxime et je lui ai raconté. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit très doucement, il savait pour Biscuit. Je sais. Comment il savait pour Biscuit? On n'en parle jamais. Il n'y a rien en ligne. Comment quelqu'un peut connaître le nom de mon chien d'enfance? Je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois, j'ai commencé à me demander si c'était plus qu'un vol d'identité. On aurait dit que quelqu'un étudiait Maxime, l'apprenait par cœur, cataloguait chaque détail de sa vie, devenait lui. Nous avons passé la semaine suivante à prévenir tout le monde, famille, amis, collègues, quiconque pourrait recevoir un appel ou un texto de Maxime. On a envoyé le même message à tous, quelqu'un usurpe l'identité de Maxime en utilisant une technologie vocale avancée. Ne faites confiance à aucun appel téléphonique. N'envoyez pas d'argent. Si vous recevez un appel de Maxime demandant quelque chose d'inhabituel, raccrochez et contactez-nous directement. La plupart des gens ont compris. Quelques-uns ont cru qu'on devenait parano. Maxime a épluché ses contacts de manière obsessionnelle. Anciens collègues, colocs de fac, ex-copines, n'importe qui pouvant avoir une rancune. Rien ne tenait la route. Il n'avait jamais fait de tort grave à personne. Jamais eu d'ennemis. Jamais rien fait qui puisse inspirer ce genre de harcèlement obsessionnel et méticuleux. Nous avons engagé un détective privé, Raphaël Leroux, ancien de la brigade financière, 22 ans d'expérience dans la fraude et le cyberharcèlement. Leroux était cher mais minutieux. Il a interrogé Maxime pendant 3 heures, documentant chaque relation, chaque conflit, chaque connaissance occasionnelle pouvant avoir accès à des infos personnelles. Voici ce que je peux vous dire, a-t-il déclaré après son enquête initiale. Celui qui fait ça a accès à des informations qui ne sont pas publiques. Le nom de votre animal d'enfance, vos horaires de travail, la routine quotidienne de votre ex. Ce n'est pas quelqu'un qui a acheté vos données suite à une fuite. C'est quelqu'un qui vous observe depuis longtemps. Combien de temps? Des mois, peut-être plus. Les messages vocaux à votre ex sont sophistiqués. L'imitation vocale seule demande de nombreux échantillons audio. Ça veut dire que quelqu'un vous enregistre, appelle, peut-être réunion, peut-être des moments dont vous n'avez même pas conscience. Maxime avait l'air malade. Vous dites que quelqu'un me traque? Je dis que quelqu'un vous étudie, construit un profil, collecte des données, et quel que soit son but final, il n'a pas encore fini. La nuit où tout a basculé a commencé calmement. 15 mars, dimanche. Maxime devait aller à une soirée chez son collègue Moreau, mais il s'était réveillé nauséeux et avait décidé de ne pas y aller. Viens juste à la maison, je lui ai dit. On commandera des pizzas et on regardera le match. Soirée tranquille, il est arrivé vers 19h. On a commandé chez Luigi, on s'est installé sur le canapé. À 21h47, les coups ont commencé. Ouvre. J'ai besoin d'aide, tout de suite. La voix de mon frère venant de l'autre côté de ma porte d'entrée, mais mon frère était sur le canapé à côté de moi. Encore des coups, désespérés. Allez, quelqu'un me poursuit. Ouvre la porte. Ma main a bougé vers le verrou. Maxime m'a saisi le bras. Non. Son visage était blanc. Ses mains tremblaient. C'est ma voix, a-t-il chuchoté. C'est exactement ma voix. Les coups continuaient, plus forts, frénétiques.
S'il te plaît, je suis blessée. Pourquoi tu n'ouvres pas? J'ai fixé la porte, puis Maxime, puis de nouveau la porte. La même voix. La même inflexion. La même personne, du moins à l'oreille. C'est moi. A crié la voix dehors. C'est Maxime. Ouvre cette putain de porte. Maxime a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli le faire tomber. Il a composé le 17. Quelqu'un est devant la maison de mon frère et prétend être moi, en utilisant ma voix. Envoyez quelqu'un maintenant, s'il vous plaît. L'opératrice, calme, professionnelle, nous a dit de rester à l'intérieur. De nous éloigner des fenêtres. De garder les portes verrouillées. Des unités étaient en route. Les coups ont cessé. Silence. Puis la voix dehors a changé. Plus basse, plus calme, presque amusée. Je sais que vous êtes tous les deux là-dedans. Mon sang s'est glacé. J'entends la télé. Je sais que vous n'êtes allés nulle part ce soir. La prise de Maxime sur mon bras s'est resserrée. Tu n'étais pas censé être là, Maxime. Tu étais censé être à la soirée de Moreau. La fête chez Moreau. Celle que Maxime avait annulée à la dernière minute parce qu'il se sentait malade. Celui qui était dehors connaissait son emploi du temps. Savait où il était censé être. Savait que ce soir, en ce moment même, j'étais censé être seul chez moi. Ouvre juste la porte, a dit la voix, plus douce maintenant, presque gentille. Je veux juste parler. On peut arranger ça. Aucun de nous n'a bougé. Je m'entraîne depuis des semaines, à continuer la voix. Presque un murmure maintenant. Je suis devenu vraiment doué pour être toi. Une pause. Meilleur que toi. Honnêtement, les gens m'aiment plus. Ta mère était si heureuse d'avoir de mes nouvelles la semaine dernière. Elle a dit que je ressemblais plus à l'ancien Maxime. Celui d'avant, que tu sois si occupé et que tu oublies tous ceux qui t'aimaient. Maxime a émis un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Ton ex te manque, au fait. Le vrai toi, pas celui qui a oublié son anniversaire 3 années de suite. Moi, je m'en suis souvenu. Je l'ai appelée. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas que tu pouvais être si attentionné. Des lumières bleues et rouges ont soudainement inondé les rideaux. 2 voitures de police. Pas de sirène. Ils étaient arrivés en silence. La voix dehors a juré. Nous avons entendu des pas courir, puis des cris. Les policiers hurlant des ordres. Un bruit sourd. Quelqu'un frappant le sol durement. J'ai finalement regardé par la fenêtre, visage contre terre sur ma pelouse. Les mains me notaient dans le dos. Je l'ai reconnu immédiatement. Damien Simon. Je connaissais Damien, pas bien. C'était un collègue de Maxime. Pas le mien, mais je l'avais croisé quelquefois à des événements d'entreprise. Un type discret, service informatique, toujours à tourner autour des conversations, riant un peu trop fort aux blagues des autres. Maxime l'avait mentionné 1 ou 2 fois, disant que Damien était utile quand il avait besoin d'aide technique, mais quelque chose chez lui semblait bizarre, trop enthousiaste, trop intéressé par la vie privée de Maxime. Il posait des questions qui donnaient l'impression qu'il cataloguait des informations plutôt que de faire la conversation. Il veut toujours tout savoir sur mon week-end, avait dit Maxime une fois. Pas de façon amicale, de façon spécifique, comme s'il prenait des notes. On en avait ri, on avait laissé couler. C'était une erreur. La police a interpellé Damien sur place. Quand ils l'ont remis sur ses pieds, il a regardé vers la fenêtre où Maxime et moi observions, et il a souri. J'étais si près, a-t-il crié. Encore 5 minutes et j'aurais tout eu. Les officiers l'ont poussé vers la voiture de patrouille, mais Damien n'avait pas fini. Vous ne comprenez pas. Je rendais sa vie meilleure. Tout le monde m'aime plus que lui. Sa mère m'adore. Sa copine veut me reprendre. Son patron pense que je suis plus fiable. Je suis le meilleur Maxime. Ils l'ont poussé sur la banquette arrière. Son téléphone était encore dans sa main quand ils l'ont attrapé. L'écran allumé, une application de clonage vocal en cours d'exécution, prête à parler avec la voix parfaite de mon frère. L'enquête a pris 3 mois.
Le capitaine Sarah Belkacem, sans lien avec notre détective privé, a dirigé l'affaire. 23 ans dans la police, spécialisée dans le cyberharcèlement et les crimes facilités par la technologie. Ce qu'elle a découvert était pire que tout ce qu'on avait imaginé. Damien Simon traquait Maxime depuis 18 mois. Il avait commencé à l'informatique, où il avait un accès légitime au système de l'entreprise. Il avait configuré le téléphone pro de Maxime, paramétré son mail, l'avait aidé à résoudre des problèmes informatiques. Chaque interaction lui donnait plus d'accès, plus d'informations, plus de morceaux de la vie de Maxime à collecter. Il avait installé un logiciel de surveillance sur l'ordinateur de travail de Maxime, des enregistreurs de frappe qui capturaient chaque mot de passe, chaque mail, chaque messagerie instantanée, un logiciel d'enregistrement d'écran qui documentait toute la vie numérique de Maxime. Il avait accédé aux mails personnels de Maxime via des liens de réinitialisation de mots de passe récupérés. De là, il était entré dans les réseaux sociaux, les applis bancaires et le stockage cloud. Chaque photo que Maxime avait prise, chaque texto envoyé, chaque message vocal laissé. Damien avait construit une base de données. Nous avons trouvé plus de 8000 clips audio sur son disque dur, nous a dit le capitaine Belkacem lors d'un briefing. Extraits d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de conversations vidéo. Il utilisait un logiciel de clonage vocal par IA pour synthétiser la voix de votre frère à partir de ces échantillons. La technologie est devenue effrayante ces dernières années. Avec assez de données d'entraînement, c'est virtuellement indiscernable de la réalité. Et les informations personnelles, ai-je demandé. Le nom de notre chien, le numéro de notre mère. Il avait des dossiers sur toute votre famille. L'adresse de votre mère, son téléphone, son emploi du temps, votre historique professionnel, votre statut relationnel, vos restos préférés. Il construisait des profils depuis plus d'1 an, croisant tout, cherchant des vulnérabilités. Maxime était pâle. Pourquoi ? Le capitaine Belkacem a hésité. On a trouvé des journaux intimes, a-t-elle dit prudemment. Écrits à la main. Remontant à 18 mois. Damien documentait tout. Ses observations sur vous, ses améliorations de votre personnalité, ses plans. Des plans pourquoi ? Pour devenir vous. Littéralement, il voulait prendre votre vie. Elle a marqué une pause. Dans ses journaux, il a écrit que vous ne méritiez pas ce que vous aviez. Le boulot, l'appartement, la famille qui vous aimait. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Être un meilleur fils, un meilleur petit ami, une meilleure version de vous. Les mains de Maxime tremblaient. Il allait tout prendre. Belkacem a continué. Il avait déjà posé les fondations, le vol d'identité, les crédits auto, les fausses réunions pour nuire à votre réputation au travail. Son plan était de détruire votre crédibilité, de vous isoler de tous ceux qui vous faisaient confiance, et ensuite de s'insérer dans votre vie pendant que vous étiez trop abîmé pour riposter. Et ce soir était censé être l'étape finale. Il savait que vous seriez à la fête de Moreau. Il allait se présenter chez votre frère en prétendant être vous en détresse. Entrer. Faire ce qu'il fallait pour prendre votre place, de façon permanente. Je me suis senti malade. Qu'est-ce que ça veut dire, permanente ? Le capitaine Belkacem n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Damien Simon a été inculpé de 18 chefs d'accusation allant du vol d'identité, fraude, harcèlement, usurpation d'identité criminelle, à la tentative de violation de domicile. Le procureur, Michel Torres, a soutenu avec succès que Damien posait un risque extrême et devait être maintenu en détention provisoire. Cet accusé n'a pas juste volé un numéro de carte de crédit, a dit Torres au juge lors de l'audience. Il a systématiquement tenté d'effacer un autre être humain pour le remplacer. Le niveau de planification, la durée, la sophistication psychologique. C'est l'un des cas de crime identitaire les plus perturbants que j'ai vus en 20 ans. L'avocat commis d'office de Damien a essayé d'arguer de problèmes de santé mentale, mais les journaux intimes sapaient toute prétention selon laquelle Damien ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il en était fier. Le procès a duré 2 semaines. Damien a témoigné pour sa propre défense contre l'avis de son avocat. C'était un désastre.
À la barre, il ne pouvait pas s'arrêter de dire à quel point il était meilleur que Maxime, comment Maxime gâchait ses opportunités, comment leur mère méritait un fils qui appelait plus souvent. Comment Manon méritait quelqu'un qui se souvenait de son anniversaire. Je n'essayais de blesser personne, a insisté Damien. J'essayais d'aider. Maxime n'apprécie pas ce qu'il a. Moi, je l'aurais apprécié. J'aurais tout fait correctement. Le procureur a posé une dernière question. Monsieur Simon, que comptiez-vous faire si Julien Mercier avait ouvert cette porte? L'avocat de Damien a fait objection. Objection rejetée. Damien a souri. J'allais lui expliquer. Lui montrer à quel point je suis meilleur. L'aider à comprendre qu'il était temps pour Maxime de s'en aller et pour moi de prendre la relève. Et s'il n'était pas d'accord? Le sourire de Damien s'est effacé. Alors je l'aurais forcé à être d'accord. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Damien Simon a été condamné à 23 ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judiciaire obligatoire et une période de sûreté d'au moins